On avait fini par croire qu'elle était éternelle, tant son règne aura duré longtemps. Mais la mort, qui n'épargne personne, a fini par la rattraper, et la reine Elisabeth II n'est plus désormais. Le décès de la reine-mère a été un véritable choc pour la planète entière, mais surtout pour ces millions de sujets qui venaient juste de célébrer son jubilé de platine à l'occasion du 70e anniversaire de son accession au trône. Hélas, il n'y aura plus jamais aucun jubilé pour Elisabeth II, dont la royale dépouille repose aujourd'hui à la chapelle Saint-Georges de Windsor, juste à côté des sépultures de ses parents, George VI et Elisabeth. Mais si la nouvelle de sa mort a abasourdi le commun des mortels, certaines personnes derrière les coulisses n'ont guère été surprises, car ils savaient tout simplement des choses que nous ne savions pas. Comme par exemple que la reine-mère combattait un cancer extrêmement douloureux, ou qu'elle a subi une perte déchirante quelques jours avant sa propre mort. La tragédie s'est ainsi déroulée en plusieurs actes, exactement comme dans une pièce de Shakespeare, avec une intrigue absurde et un bien triste dénouement. C'est donc en tant que spectateur de cette pathétique pièce théâtrale que nous allons assister aux dernières 24 heures de la reine d'Angleterre et des autres royaumes du Commonwealth. Elisabeth d'Angleterre, de son vrai nom Elisabeth Alexandra Mary, est née par césarienne le 21 avril 1926 dans la résidence londonienne de ses grands-parents maternels. Son père est le prince Albert, duc d'York et futur roi George VI, et sa mère Elizabeth Bowes-Lyon est la plus jeune des filles de l'aristocrate écossais Claude Bowes-Lyon, Lord Strathmore. La petite Elisabeth était une fillette pouponne et adorable que le roi George V, son grand-père, aimait tendrement, au point de délaisser souvent son travail d'état pour venir la faire jouer sur ses genoux. Son amour pour elle était si fort et si notoire que lorsqu'il tomba gravement malade en 1929 et qu'il fut enfin rétabli, la presse britannique attribua la guérison spontanée aux fréquentes visites que lui faisait sa petite fille adorée. La jeune enfant grandira ainsi avec sa sœur Margaret, de 4 ans sa cadette, au sein d'une famille royale mais aimante. Surnommée Lilibet par affection, la petite Elisabeth et sa sœur recevront une éducation à domicile que leur dispensera leur mère et leur gouvernante, Madame Marion Crawford. À eux deux, elles leur enseigneront l'histoire, l'élocution, la littérature et la musique ainsi que la langue française, des matières où tout prince ou princesse devait obligatoirement exceller. La petite Lilibet n'avait pas vraiment de problème pour apprendre tout ça, car malgré son jeune âge, elle possédait un air d'autorité et de réflexion assez étonnant, qui avait le don de désarçonner tout le monde, même l'imperturbable Winston Churchill. Elle excellait donc dans son apprentissage royal, mais ce qu'elle aimait vraiment, c'était les chiens et les chevaux, des animaux qui la passionnaient réellement. Tout était rose dans la vie de la petite princesse, mais en 1936, alors qu'elle n'a que 10 ans, son grand-père adoré, le roi George V, meurt, ce qui la plonge dans un profond chagrin et la marque à jamais. Durant cette même année, elle accédera au statut d'héritière présomptive de la couronne britannique avec le titre de son Altesse royale, la princesse Elisabeth. Son oncle ayant abdiqué, c'est en effet son père, le prince d'York, qui sera couronné roi sous le nom de George IV. Quelque temps plus tard, l'Angleterre entra de plein pied dans la Deuxième Guerre mondiale. Et tandis que l'Europe continentale tombait peu à peu sous la domination nazie, Londres et d'autres grandes villes comme Liverpool et Birmingham croulaient sous les bombes allemandes. C'était le terrible Blitz, un bombardement incessant qui obligea les parents à envoyer leurs enfants se mettre à l'abri à la campagne, à l'intérieur des terres et loin des grandes villes ciblées par la Luftwaffe. La princesse devait ainsi être évacuée vers le Canada, mais sa mère refusa catégoriquement. La petite Elisabeth restera donc au château de Windsor durant toute la durée de la guerre, d'où elle s'attellera à participer elle-même à l'effort de guerre britannique. Elle organisera même des événements pour Noël, afin de réunir des fonds pour acheter de la laine et tricoter des habits militaires. En 1940, la jeune fille, alors âgée de 14 ans, prononcera sa toute première allocution radiophonique à la nation, où elle se répandait en éloges pour les soldats anglais. Son destin politique était déjà tout tracé, et tout au long de la guerre, elle jouera le rôle d'une princesse patriotique attachée à son pays et à son peuple, prête à tout pour décrocher la victoire. Elle rejoindra même la branche féminine de l'armée anglaise avec le grade honoraire de sous-lieutenant puis de capitaine. Elle y apprendra la mécanique et la conduite, mettant la main bien volontiers dans le cambouis, et toujours avec le même sourire avenant dessiné sur le visage. C'était en effet de plus en plus visible. La princesse acquérait chaque jour encore plus de charisme que la veille, et sa popularité allait en grandissant auprès du peuple anglais. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Lorsque le Troisième Reich s'effondre finalement sur lui-même en 1945, et que les dignitaires nazis signent enfin la capitulation sans condition de l'Allemagne, l'heure est à la joie et à la liesse. La princesse Elisabeth a désormais 19 ans et cumule plusieurs titres et fonctions, mais malgré tout, elle trouve encore le temps pour sa vie sentimentale. Car la jeune femme est éprise depuis l'enfance de son cousin germain, le prince Philippe de Grèce et de Danemark.
Les deux jeunes gens finiront par se marier en 1947 et une année plus tard, ils accueillent leur premier enfant, le petit prince Charles. Élisabeth doit maintenant gérer sa propre famille tout en suppléant de plus en plus son père dans les cérémonies officielles. Le roi George VI est en effet très affaibli et certains disent même qu'il serait mourant. En 1952, alors qu'Élisabeth et son époux sont en escale au Kenya, ils apprennent finalement la mort du roi d'Angleterre, foudroyé par une thrombose coronaire qu'il avait fauchée dans son sommeil. Le jour même, le conseil d'accession se réunit au palais St. James et proclame solennellement la princesse Élisabeth reine du Royaume-Uni et de tous ses autres royaumes. À 25 ans, Élisabeth devient subitement la femme la plus puissante du monde, héritière d'une dynastie et d'un empire dont on dit que le soleil ne s'y couche jamais. Désormais, on la connaîtra sous le nom d'Élisabeth II et comme tous les monarques d'Angleterre, elle élira résidence à l'emblématique Buckingham Palace. Dès la toute première année de son règne, la nouvelle reine et son mari vont entreprendre un tour du monde de 6 mois où ils pourront visiter les 53 États faisant partie de l'Empire britannique. À son arrivée en Australie, le couple royal attire des foules monstres, à tel point qu'on estime aujourd'hui que les 3/4 de la population australienne de l'époque ont pu voir la reine directement. Pourtant, malgré d'incessants efforts de la part d'Élisabeth II, l'Empire britannique va peu à peu se disloquer, prenant dès lors une nouvelle forme appelée le Commonwealth. La reine ne pourra qu'assister à cette transformation inexorable, tandis que le contexte mondial est plutôt glacial, non pas en raison du climat nordique, mais plutôt du fait de la guerre froide. Les années 1960 et 1970 marquent d'ailleurs la décolonisation de bon nombre de pays africains et caribéens, et l'appel de l'indépendance et de l'autodétermination gronde un petit peu partout dans le monde. Malgré tout, la reine résiste et décide de ne rien lâcher, essayant ainsi de préserver ce fabuleux empire qui lui a été légué par son père et par ses illustres aïeuls. Pourtant, même si beaucoup de pays seront perdus par la reine au fil du temps, son aura royale et son charisme n'ont fait que s'accentuer davantage. La reine Élisabeth II était devenue un véritable symbole vivant de la puissance et de la prospérité britannique qu'elle personnifiait en sa personne. Les navires même qui font la fierté de la marine britannique portent tous le diminutif HMS avant son nom, ce qui veut dire His Majesty's Ship, ou en français, le navire de Sa Majesté. Son pouvoir est donc immense, car même si la monarchie britannique est parlementaire, le monarque demeure tout de même à l'origine des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs du pays. Et bien que la reine Élisabeth II ait une fonction cérémonielle, elle représente néanmoins l'autorité exécutive ultime sur le gouvernement du Royaume-Uni. Ses pouvoirs comprennent la dissolution du Parlement, la promulgation des règles pour le gouvernement et même la réglementation de la fonction publique et des forces armées. En gros, derrière les murs du Buckingham Palace, la reine possède bien plus de pouvoir qu'on a tendance à l'imaginer. Et c'est ainsi qu'elle a régné durant toutes ces décennies, réglant d'une main de fer gantée de velours des crises majeures comme les révoltes sociales en Angleterre ou la terrible guerre des Malouines. La reine-mère a dû aussi gérer sa propre famille royale, afin que le nom des Windsor ne soit jamais associé aux esclandres et aux scandales. Elle a alors dû garder un œil sur ses fils, les princes Charles et Andrew, qui tous deux avaient des vies sentimentales fort mouvementées et entachées de divorces et de trahisons conjugales. Pour la reine Élisabeth II, les séparations de ses deux fils étaient une affaire fort déplorable, qui risquait d'entacher carrément la couronne britannique et les fondements même de la monarchie. Mais cet épisode fut vite clos et oublié, même si la discrétion n'est pas vraiment la première qualité des tabloïds britanniques et de ces torchons à scandale. Pourtant, la popularité de la reine, qui était en berne depuis quelques années déjà, ne remonta pas, et le public anglais était de moins en moins favorable à la monarchie. Les choses s'aggravèrent davantage avec la mort tragique de Lady Diana, morte dans un accident de voiture en France. On reprocha à la reine de ne pas avoir montré de signes de chagrin, n'ayant même pas fait baisser les drapeaux du Buckingham Palace en signe de deuil. Les sujets de Sa Majesté n'avaient pas digéré en effet cet affront de la reine envers leur défunte princesse adorée. Voyant le vent de la popularité tourner en sa défaveur, la reine va finalement concéder une allocution télévisée à la veille des funérailles de Diana, où elle clame son admiration pour la princesse et partage ses sentiments de grand-mère pour les princes William et Harry, devenus subitement orphelins. Par cette action que certains ont qualifiée de savamment calculée, la reine a su faire taire toutes les mauvaises langues et le niveau d'hostilité la concernant commença dès lors par s'affaiblir assez considérablement. Mais Élisabeth II ne mesurera vraiment l'étendue de sa popularité qu'en 2002, à l'occasion de son jubilé d'or marquant ses 50 ans de règne. La reine décidera pour l'occasion d'entreprendre une nouvelle tournée dans ses royaumes, en commençant par la Jamaïque. Partout où elle allait, la reine était superbement accueillie par d'immenses foules en liesse qui la noyèrent sous les offrandes et nommèrent des tas de monuments en son hommage. Élisabeth II célébra donc son jubilé en or dans la sérénité la plus totale, tout comme elle allait célébrer 20 ans plus tard son jubilé de platine. Car avec ses 70 ans de règne, la reine est devenue la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long d'Europe, juste derrière le roi de France Louis XIV qui gouverne à lui un peu plus de 72 ans. Mais personne n'aurait pu prévoir que, juste 3 mois plus tard, Élisabeth II allait finalement s'éteindre à l'âge de 96 ans.
Pourtant, les membres de sa famille et de son entourage savaient bien que la reine était souffrante et qu'elle risquait finalement à tout moment de décéder. Car il a été finalement révélé que la reine souffrait d'un horrible cancer de la moelle osseuse qui lui faisait souffrir le martyre depuis plus d'1 an. Ne pouvant plus très bien se nourrir et sous traitement en médicaments de lourd, elle n'arrivait parfois même plus à marcher et encore moins à sortir promener ses chiens. Ses problèmes de mobilité l'avaient même forcé à annuler plusieurs apparitions publiques et cérémonies officielles. La raison invoquée à l'époque était le risque de pandémie de Covid, mais en réalité la reine ne pouvait tout simplement pas marcher à cause de son cancer. Dans la dernière semaine précédant son décès, la reine Elisabeth II était encore debout pour nommer un tout nouveau Premier ministre. Mais la cérémonie qui habituellement se faisait à Nottingham Palace eut lieu au château de Balmoral, car la souveraine n'était vraiment plus en état de voyager. Ce n'était finalement plus qu'une question d'heure lorsque la reine n'arrivait même plus à se lever de son lit. Placée alors sous surveillance médicale dans sa chambre au château de Balmoral, c'est là qu'elle s'éteindra finalement après avoir agonisé durant ses dernières heures. Sa mort n'a en effet certainement pas été exempte de douleur, puisque sa maladie n'avait pas disparu, et même si on l'avait forcément bourrée de sédatifs et de barbituriques. Mais elle rendit enfin son dernier souffle de vie après avoir régné sans partage pendant plus de 70 ans sur l'un des plus grands empires de l'histoire. La reine Elisabeth II, celle-là même que l'on retrouve sur les billets de banque de tant de pays, n'est plus. Et avec elle, c'est toute une page de l'histoire du Royaume-Uni qui a disparu à jamais. Maintenant, à votre tour de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vie d'Elisabeth II. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.